Bonjour et bienvenue à cette première vidéo de 2 vidéos consacrées à l'arithmétique modulaire. Dans cette première vidéo, on va déjà donner une introduction à l'arithmétique modulaire en passant par plusieurs cas que vous connaissez déjà depuis assez longtemps en introduction. Et on va arriver jusqu'à la définition des ensembles Z sur NZ. Dans la deuxième vidéo, nous construirons la structure arithmétique sur Z sur NZ, donc la structure additive et multiplicative. Alors très bien, commençons donc par quelques exemples avec lesquels vous êtes déjà familiers d'arithmétique modulaire. Alors voici 2 exemples que vous connaissez depuis longtemps, l'arithmétique modulo 12 et l'arithmétique modulo 60. Un premier exemple d'arithmétique modulo 12, c'est quand on lit l'heure, quand on compte l'heure. Donc typiquement, ou par exemple les mois, si on travaille modulo 12. Donc typiquement, un exemple d'arithmétique modulaire, c'est la question de savoir si on se trouve au mois de janvier et qu'on attend 18 mois, dans quel mois on se trouvera. L'année aura changé bien sûr, mais le mois sera le mois de juillet. Donc dans l'arithmétique modulo 12, on ne se soucie que donc, par exemple, des mois, si on travaille avec les mois. Un exemple, c'est donc, si on est en janvier et qu'on attend 18 mois, on se retrouvera au mois de juillet de l'année d'après, et ça correspond à cette équation modulo 12, 1 plus 18, congru à 7 modulo 12. Un autre exemple d'arithmétique modulaire que vous connaissez bien est celui des minutes. Par exemple, si on se connecte à un service Internet à 21h37 et qu'on reste connecté pendant 107 minutes, alors on aura fini. On se déconnectera vers 23h24, ce qui correspond en arithmétique modulaire à l'équation que 37 plus 107 modulo 60 est égal à 24. Donc ça, ce sont des exemples de structures additives sur l'arithmétique modulaire. Mais il y a aussi une structure multiplicative que, elle aussi, vous avez déjà en tête depuis très longtemps, dans le cas en tout cas de l'arithmétique modulo 10 et de l'arithmétique modulo 2. Alors, l'arithmétique modulo 10 correspond essentiellement à faire de l'arithmétique avec les entiers naturels, avec les entiers relatifs, mais à ne se souvenir que du dernier chiffre dans la représentation base 10 de ces entiers. Alors là, on a représenté la table d'addition modulo 10, et ici, on a représenté la table de multiplication modulo 10. Alors pour comprendre cette table, par exemple, si on veut trouver le produit modulo 10 de 4 avec, disons, 7, 4 fois 7, c'est 28, modulo 10, c'est égal à 8. On ne se souvient que du dernier chiffre dans l'écriture base 10 de 28. Donc 4 fois 7 modulo 10 est égal à 8. Alors, ici se produit un phénomène qu'on va étudier plus précisément dans la suite, à savoir qu'il se peut que modulo 10, il y ait des produits d'entiers non nuls qui donnent 0. Typiquement 5 fois 2, modulo 10, c'est 10 modulo 10, c'est 0. Un autre exemple, ce serait par exemple 6 fois 5. 6 fois 5 modulo 10, c'est 30 modulo 10. Et 30 modulo 10, c'est 0, puisque 30 est un multiple de 10. Alors, donc ça, c'est un exemple de non-intégrité de l'anneau Z sur 10Z, sur lequel on va revenir. Et quelque chose d'autre d'intéressant qui se produit, c'est que certains des entiers ont ce qu'on va appeler, ce qui est exactement un inverse multiplicatif, modulo 10. Par exemple, 7 et 3. Quand je multiplie 7 et 3, j'obtiens 21. Modulo 10, c'est 1. Ceci va nous dire que 7 modulo 10, donc 7 modulo 10 va être inversible d'inverse 3. Ok, donc voilà les 2 thèmes principaux sur lesquels on va s'attarder une fois qu'on aura mis en place les définitions dans cette première vidéo de ce qu'est Z sur NZ en général, les questions d'intégrité ou de non-intégrité, ici donc un exemple de non-intégrité, et ensuite les questions de quels sont les éléments inversibles dans l'anneau Z sur NZ. Alors, un dernier exemple avec lequel vous êtes lui aussi familier, c'est l'arithmétique modulo 2,
Donc c'est l'arithmétique de la parité et de l'imparité. Alors vous savez que la somme de deux pairs ou de deux impairs donne un entier pair à chaque fois, et que la somme d'un impair et d'un pair, ou d'un pair et d'un pair, ou d'un pair et d'un pair, et un impair, donne un impair à chaque fois. Pour le produit d'un pair avec peu importe quoi reste pair, et la seule manière d'obtenir un impair, c'est de multiplier entre deux impairs. Donc ceci et cela sont donc les tables d'addition et de multiplication modulo 2, donc les tables d'addition et de multiplication dans Z sur 2Z. Après avoir passé en revue certaines des arithmétiques modulaires que vous connaissez déjà, on va rentrer donc vraiment dans le vif du sujet et définir Z sur NZ comme ensemble d'abord. Comme ensemble, on verra les structures additives et multiplicatives plus tard. Dans un premier temps, on va revenir sur la notion de relation d'équivalence et de classe d'équivalence d'une relation d'équivalence. Alors je rappelle que si X est un ensemble et R une partie de X croix X, donc ce qu'on appelle une relation binaire sur X, on dit que R est une relation d'équivalence si la relation est réflexive, symétrique et transitive, ce dont les définitions sont rappelées ici. Donc pour tout X, X est en relation avec lui-même. Si X est en relation avec Y, alors Y est aussi en relation avec X. Et si X est en relation avec Y et Y avec Z, alors X est en relation avec Z. Un exemple de relation binaire sur un ensemble X, c'est par exemple la relation d'égalité. Elle vérifie ces trois axiomes. Alors, venons-en à la notion de classe d'équivalence. Donc, on reprend les mêmes notations. X sera un ensemble et R une relation d'équivalence. Et on se donne maintenant un élément X de grand X. Alors, la classe d'équivalence de X ce sera une partie de X que je définis tout de suite. Donc ça, ce sera ce qu'on va noter X entre crochet indice la relation R. Ce sera par définition l'ensemble des Y dans grand X qui sont en relation avec avec X. Alors, donc remarque. Donc si j'ai un élément X dans grand X, ça c'est une partie donc de X. Si j'ai un élément X dans grand X, alors la classe d'équivalence de X pour la relation d'équivalence R n'est jamais vide. En effet, par réflexivité, elle contient toujours X lui-même. Ok, donc ça montre qu'on n'est jamais vide. Une autre remarque importante, c'est que si j'ai X et Y, deux éléments de grand X, alors la classe d'équivalence de X intersectée avec la classe d'équivalence de Y est soit vide, donc si X n'appartient pas, donc si X n'est pas en relation avec Y, ou égal à X, à la classe d'équivalence de X, si X est en relation avec Y. Dit autrement, si X si la classe d'équivalence de X intersectée avec la classe d'équivalence de Y est non vide, alors elles sont en fait égales. Alors tout ça découle immédiatement des axiomes de symétrie et de transitivité. Donc imaginons par exemple que cette classe d'équivalence soit non vide. Alors on va démontrer donc cette implication. On va supposer donc que X et Y dans X satisfont que l'intersection des classes d'équivalence de X et celle de Y est non vide. Et on va montrer
par exemple, que la classe d'équivalence de x est incluse dans la classe d'équivalence de y. Une fois qu'on aura établi ceci, par symétrie, puisque x et y jouent un rôle symétrique dans cette histoire, on aura l'inclusion inverse, puis l'égalité de ces deux ensembles. Très bien, donc soit, disons, z, donc dans l'intersection de x, de la classe d'équivalence de x, avec la classe d'équivalence de y, donc, et soit, disons, x' dans la classe d'équivalence de x tout court. Donc, rappelons que par hypothèse, ceci est non vide. Alors, notre but, ça va être de montrer que x' est en relation avec y. Donc, par hypothèse, on a que x' est en relation avec x. Ça, c'est le fait que x' appartienne à la classe. On a aussi que x est en relation avec z. Ça, c'est puisque z est dans la classe d'équivalence de x. Et puisqu'il est aussi dans la classe d'équivalence de y, on a que z est en relation avec y. À nouveau, puisque z est dans la classe d'équivalence de y. Alors maintenant, j'applique la transitivité une première fois. Je vais avoir que x' est en relation avec y. Donc de là, je déduis que x' est en relation avec z, pardon. J'applique la transitivité une deuxième fois et j'obtiens que x' est en relation avec y. Et ça signifie très précisément que x' appartient à la classe de y. Donc, ainsi, x' appartient à la classe d'équivalence de y. OK, et ça montre donc que la classe d'équivalence de x est incluse dans la classe d'équivalence de y. Et un raisonnement analogue, ou simplement en disant par symétrie, en tout cas, on aura aussi l'inclusion inverse, puis égalité. Alors, les classes d'équivalence forment une partition, donc on va juste le noter. Donc là, l'ensemble des classes d'équivalence de x, pour x qui parcourt l'ensemble x majuscule, forme une partition de grand X. Ce qui signifie, je rappelle, que la réunion de toutes ces parties de grand X, c'est grand X, et que l'intersection 2 à 2 est soit vide, soit les deux parties en fait étaient égales. C'est ce qu'on vient de démontrer à l'instant. Et l'ensemble ici porte un nom. C'est ce qu'on note x quotienté par r. Et donc x quotienté par r est l'ensemble des classes d'équivalence de grand X, de la relation d'équivalence R. Donc par définition, ceci est une partie de l'ensemble des parties de X. Alors, ça c'est peut-être un petit peu abstrait. On va voir un exemple concret qui va être l'exemple qui nous intéressera dans toute la suite. Donc, fixons un entier n, naturel non nul. On va définir une relation d'équivalence sur les entiers naturels z. Donc, on définit une relation d'équivalence notée congrue modulo n, comme ça, sur l'ensemble des entiers relatifs.
en demandant donc par quel que soit x, y antirelatif, je vais demander que x soit équivalent au sens donc, de cette relation d'équivalence à y, si et seulement si n divise y moins x. Dit autrement, si et seulement si il existe un entier relatif k tel que y moins z, y moins x soit égal à kn. Alors, vérifions rapidement que ceci est une relation d'équivalence. Alors, première chose à vérifier, c'est donc la réflexivité. Il faut montrer que x est en relation avec lui-même. Alors, quand on regarde la définition, il faut montrer que l'anti-n en question divise x moins x, c'est-à-dire 0. 0, c'est 0 fois n. Donc, on a bien la réflexivité. Donc ça, c'est bon. Quel que soit x élément de z, n divise x moins x, c'est-à-dire 0. Alors, maintenant, regardons la symétrie. Je me donne deux entiers, x et y. Bon, n divise x moins y, si et seulement si, quand je prends l'opposé, n divise y moins x. Et ça nous dit que x est équivalent au sens de cette relation à y, si seulement si y est équivalent à x au sens de cette relation. Ça montre la symétrie. Et maintenant, pour la transitivité, donc soit x, y et z des antirelatifs, tels que x soit congru à y, donc modulo n, et y soit congru à z modulo n, donc en relation avec cette relation congrue modulo n, alors on pourra par exemple remarquer que n divise x moins y plus y moins z, puisque par hypothèse, ceci est un multiple de n, ceci est un multiple de n, la somme de deux multiples de n est un multiple de n. C'est-à-dire, puisque ceci est égal à x moins z, c'est-à-dire donc x est en relation avec z, ce qui démontre la transitivité. Alors, on va regarder l'ensemble des classes d'équivalence, donc définition. Donc on définit z sur nz comme l'ensemble des classes d'équivalence. Donc ça, c'est avec la notation précédente, les classes d'équivalence de z pour cette relation-là. C'est-à-dire donc l'ensemble des classes d'entiers au sens de cette relation congrue à modulo n pour x qui se balade dans z. Alors on pourrait, vu que z est un ensemble infini, on pourrait peut-être se dire que potentiellement cet ensemble de classes d'équivalence l'est aussi. Il n'en est rien, on va démontrer que c'est un ensemble fini qui contient n éléments. Donc, proposition. L'ensemble z sur nz est un ensemble fini. Disons, est une partie finie des parties de z.
Plus précisément, c'est un ensemble à le cardinal de z sur nz vaut n. Donc plus précisément, le cardinal de cet ensemble vaut n. Et on pourra même dire que z sur nz, c'est égal à l'ensemble suivant. Donc les classes, la classe d'équivalence de 0, la classe d'équivalence de 1, etc., jusqu'à la classe d'équivalence de n-1. OK. Allons-y. Alors, ce qui va faire marcher la preuve, c'est la division euclidienne. Alors, donc, démonstration. Donc, on va se donner une classe d'équivalence définie par un entier relatif x quelconque, et on va montrer que cette classe d'équivalence, en fait, c'est l'une des classes ici. Soit x élément de z sur nz. Donc par définition, x est de la forme classe d'équivalence pour un certain élément x. Donc soit x un élément de grand x. On avait vu avant qu'une classe d'équivalence est non vide. On a que x, la classe de x, pour cette relation n, c'est grand x. À nouveau, puisque, on va le justifier, puisque x appartient à grand x, donc x appartient à l'intersection de la classe d'équivalence définie par x avec grand x. Et donc ça montre que cette intersection est non vide. On avait vu que si deux classes d'équivalence avaient une intersection non vide, elles étaient égales. Donc, cette classe d'équivalence, c'est la classe d'équivalence engendrée par l'élément x. X, on peut en faire la division euclidienne par n. Donc, notons x égale à nq plus r, la division euclidienne de x par n. Donc je rappelle que q sera un entier relatif et que r, le reste, est un entier positif ou nul strictement plus petit que n. Donc ça, c'est un élément de cet intervalle d'entiers 0 n-1. Alors, on aura que x est congru, donc est en relation avec r. En effet, la différence x moins r, c'est qn. Et ceci est donc un multiple de n. n divise x moins r. Très bien. Alors, ceci nous montre donc que cette classe d'équivalence avec laquelle on avait commencé, c'est en fait l'une de celles-là. Donc, x appartient à l'ensemble fini des classes d'équivalence de 0 jusqu'à n-1. Très bien. Donc on a montré que cet ensemble est fini et il est contenu là-dedans. Il reste juste à voir que dans cet ensemble, il n'y a pas de redondance, donc que ces éléments sont 2 à 2 distincts. Donc, montrons que, quel que soit, disons, K et L entiers entre 0 et n-1, que si K est différent de L,
alors la classe de K va être différente de la classe de L. Très bien. Donc soit K et L distincts entre 0 et N-1. Par hypothèse, on aura donc que 0 est plus petit que K qui est inférieur ou égal à N-1 et que 0 est plus petit que L qui est inférieur ou égal à N-1, deux entiers. Alors, supposons, par l'absurde, que la classe de K soit égale à la classe de L. Donc, supposons par l'absurde que ces classes soient égales. Alors, on aurait, par définition, donc, qu'il existe un entier A, ou un entier K, un entier A plutôt, relatif, tel que K moins L soit un multiple de N, soit égal à A petit n. Mais regardons K moins L. Or, K moins L, en renversant ces inégalités et en les ajoutant, il va être plus petit que N-1 plus 0 et plus grand que 0 moins N-1. Et là, je devrais mettre plutôt moins 0. Bon, peu importe. Donc, c'est-à-dire, puisqu'il s'agit d'entiers, que N moins N est strictement plus petit que K moins L, qui est strictement plus petit que N. Et ceci est un entier non nul, puisque par hypothèse K est différent de L, mais aussi un multiple de N. Et bien là, on est arrivé à la contradiction recherchée. Le seul multiple de N strictement compris entre moins N et plus N, c'est 0. Or, par hypothèse, K moins L est non nul, donc K moins L ne peut pas être un multiple de N. Donc, le seul multiple entier de N, disons, dans l'ensemble d'entiers, dans l'intervalle d'entiers N moins 1, moins N plus 1, pardon. On va l'écrire plutôt comme ça. Moins N plus N, donc exclu, et 0. Et K moins L est non nul, donc K moins L n'est pas un entier non nul, pardon, n'est pas un multiple de N. Alors, ceci est absurde. Puisqu'on avait supposé que K moins L était un multiple de N. Très bien. Alors, récapitulons ce qu'on vient de faire. On a défini une relation d'équivalence qu'on a notée équivalent indice N. Ça, c'était une relation d'équivalence sur Z. On vient de montrer qu'il y a exactement n classes d'équivalence. Donc que Z modulo cette relation d'équivalence est finie. Donc ça, c'est ce qu'on avait noté par définition Z sur NZ. On vient de montrer que cet ensemble est fini et que c'était en fait exactement les classes de 0 jusqu'à n-1. Et la dernière chose qu'on a démontré, c'est que ces éléments sont 2 à 2 distincts.
Donc que le cardinal de z sur nz, c'est n, qu'il n'y a pas de redondance là-dedans. Très bien, donc ceci est la définition de l'ensemble z sur nz. Alors pour rendre ça peut-être un peu plus concret, on va faire un exemple concret, donc un exemple avec un vrai entier n. Et on va voir ce que ceci représente. Donc prenons n égale à 5 par exemple. On va dessiner une portion de z. Donc on va tracer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, etc. Et on va tracer les classes d'équivalence pour cette relation congrue modulo 5. Donc on va tracer en jaune tout ce qui sera dans la classe d'équivalence de 0. On va tracer, disons, en bleu tout ce qui est dans la classe de 1, modulo 5. En rouge, tout ce qui est dans la classe de 2, modulo 5. En vert, tout ce qui est dans la classe de 3, modulo 5. Et enfin, en blanc, tout ce qui est dans la classe de 4, modulo 5. Alors commençons par les multiples de 5. Il y aura 0, 5, 10 et moins 5. Ensuite, les autres, ils sont hors de vue. En termes de multiples d'entiers qui sont congrus à 1 modulo 5, il y a moins 4. Moins 4, c'est moins 5 plus 1. Il y a 1 qui est égal à 0 fois 5 plus 1. 6 qui est égal à 1 fois 5 plus 1. 11 qui est égal à 2 fois 5 plus 1. La classe de 2 contiendra moins 3. 2, 7, 12, etc. La classe de 3 contiendra moins 2, 3, 8, et là, il n'y en a plus ici. Et enfin, la classe de 4 contiendra moins 6, moins 1. Donc, moins 1, c'est moins 5 plus 4. 4 qui est 0 fois 5 plus 4. Et 9 qui est 1 fois 5 plus 4, etc. Alors, on va récapituler avant de passer à la suite. On a défini donc, je rappelle, pour tout entier naturel non nul n, une relation d'équivalence sur z, qu'on a noté congrue indice n, qui était définie donc par la relation x est est équivalent à y au sens de congrue indice n, si seulement si n divise la différence y moins x. On a vérifié que ça, en effet, définissait une relation d'équivalence sur les entiers. Et on a défini, il s'agit d'une pure définition, l'ensemble, pour l'instant, seulement un ensemble z sur nz, comme l'ensemble des classes d'équivalence de cette relation d'équivalence. Alors, la propriété principale était que cet ensemble, finalement, est fini. Il y a un nombre fini de classes d'équivalence, et on les a paramétrées comme suit. Il y a la classe de 0, la classe de 1, jusqu'à la classe de n-1 pour cette relation. Remarquons juste en dernier lieu, j'aurais dû le dire un peu plus tôt, pour tout entier relatif k, la classe de k pour cette relation, c'est l'ensemble des entiers de la forme k plus un multiple de n, par définition, et ceci se note de manière assez plus succincte comme k plus nz. Dans la prochaine vidéo, on va définir sur ce qui est a priori juste un ensemble z sur nz, on va définir donc sur cet ensemble une addition et un produit qui va en faire de manière naturelle un anneau commutatif.
Donc, à la prochaine vidéo.